C'est à l'occasion de la Journée mondiale prévention du suicide que l'Institut régional Jean Bergeret de la Fondation ARHM organise, donc avec le soutien de l'Agence régionale de santé, un webinaire sur la thématique de la souffrance et du risque suicidaire chez les jeunes, en partenariat avec le 3114, le numéro national de prévention du suicide, le centre prévention du suicide du centre hospitalier Le Vinatier et la maison des adolescents du Rhône. Donc, enjeu majeur de santé publique, le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les jeunes en France. C'est un phénomène complexe, encore trop souvent mal accompagné, avec trop d'idées reçues. Et il est pourtant possible d'agir pour prévenir le suicide. Donc, ce webinaire, il a l'occasion de vous donner des pistes sur la manière justement d'agir face à la souffrance des jeunes, de reconnaître les signes de détresse, de pouvoir en parler et également de pouvoir les accompagner vers des structures qui sont adaptées. Donc, tout d'abord, nous aurons l'intervention de Maxime Vieux, psychologue et coordinateur du 3114 sur l'antenne lyonnaise, qui nous communiquera des chiffres clés sur le suicide afin de poser le contexte. Puis nous aurons l'intervention d'Anaïs Gali, infirmière du Centre Prévention du Suicide, qui apportera des éléments sur la souffrance des jeunes, sur les signaux d'alerte, comment les reconnaître, et puis sur la manière de pouvoir en parler. Puis suivra l'intervention de Xavier Vanderplanck, qui est le directeur de la Maison des adolescents du Rhône, qui nous présentera l'offre qui peut être proposée aux jeunes afin que vous puissiez les orienter vers des structures qui sont adaptées. Et enfin, nous terminerons par la présentation du 3114 par Maxime Vieux. Donc, pour faciliter la bonne organisation de ce webinaire, je vous remercie de bien vouloir allumer vos caméras et de bien couper vos micros. On vous invite vivement à pouvoir poser l'ensemble de vos questions sur l'espace de discussion qui se trouve en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Et à la fin des 3 interventions, nous prendrons une demi-heure pour pouvoir y répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure de les poser sur le fil de l'actualité et après, on pourra y répondre bien volontiers puisque ce webinaire se veut vraiment interactif. Voilà, je vais passer la parole à Maxime Vieux. Merci. Alors, bonjour. Du coup, je suis Maxime Vieux, donc psychologue. Je travaille au centre hospitalier du Vinatier, au centre de prévention du suicide. Et je travaille entre autres sur la coordination du 3114. Et donc, je m'appelle Anaïs et je suis infirmière au centre de prévention du suicide et sur le dispositif vigilance aussi au Vinatier. Donc, du coup, pour débuter un petit peu ce sujet, on va juste revenir sur des notions un peu plus larges. C'est un peu le moment chiffre, mais c'est juste pour remettre en contexte entre ce qu'on peut constater chacun dans sa vie professionnelle ou personnelle, ce qu'on peut voir dans les médias, on va dire, communs, et ce qu'on peut retrouver du coup aussi dans la littérature scientifique ou dans des chiffres un peu plus globaux, notamment des chiffres qui vont être tirés d'éléments de Santé publique France ou alors de l'Observatoire national du suicide, pour voilà, remettre un petit peu tout ça en contexte entre les années précédentes et l'actuelle, mais en 5 minutes, ça sera une brève synthèse. Du coup, donc, on parle du suicide. Là, on parle le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit chez les jeunes. Donc, les jeunes, ça regroupe quand même des classes d'âge qui sont différentes, qui ne font pas face exactement aux mêmes problématiques et pour les mêmes raisons. Mais on va prendre globalement chez les moins de 24 ans, où du coup, on peut regrouper comme en plusieurs autres classes d'âge. Donc, c'est quand même le suicide est quand même la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, comme l'a rappelé tout à l'heure Sigrid. On retrouve actuellement en France 3 fois plus de décès par suicide que par accident de la route. Donc, on est sur un chiffre qui est entre 8 000 et 9 000, ça dépend des années. Et du coup, quand même, il faut mettre en perspective que ce chiffre est en grande diminution depuis un certain nombre d'années. On a presque 35% de diminution du taux de suicide en France en 16 ans. Par contre, voilà, il y a d'autres chiffres qui sont intéressants en dehors du taux de suicide, c'est le taux de tentatives de suicide qui sont hospitalisées, donc qui passent par les urgences ou par un service de soins. Pour les tentatives de suicide hospitalisées, on est sur un chiffre en 2017 de 89 000.
Donc, on est un peu plus de 10 fois plus que le nombre de suicides sur l'année. Et par contre, sur le taux de tentatives de suicide, il y a un chiffre global de 200 000 par an. Ce chiffre, il est discutable et en fonction des différentes analyses et des différentes recherches, on a des chiffres qui varient en fait entre 150 000 et 300 000. Donc, on est quand même sur le simple au double. C'est là où c'est difficile d'évaluer exactement le nombre de tentatives de suicide qui passent pour des raisons de ce qu'on appelle de cotation, etc., c'est-à-dire de comment sont rentrées les données aux urgences, et puis aussi pour d'autres raisons qui sont que toutes les tentatives de suicide ne passent pas forcément par un service d'urgence ou un service de soins, et du coup, c'est difficile à évaluer aussi. On va différencier deux choses, c'est le risque des populations qui sont plus à risque de faire des tentatives de suicide et des populations qui sont plus à risque de décéder par suicide. Ce ne sont pas les mêmes populations et on ne retrouve pas les mêmes facteurs, notamment pour les tentatives de suicide, on va retrouver des facteurs aggravants sur le fait d'être jeune, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes jeunes qui vont faire des tentatives de suicide comparé à des personnes âgées. On retrouve aussi une différence en fonction du genre, il y a plus de femmes qui vont faire des tentatives de suicide, dans des personnes qui s'identifient de genre féminin. Par contre, pour le taux de suicide, là, on est plus sur des facteurs de risque, sur le fait d'être un homme. Il y a beaucoup plus d'hommes du coup qui décèdent par suicide. Et c'est pas du tout les mêmes classes d'âge. On va être plus sur des classes d'âge de personnes plus âgées qui se situent entre 40 et 60 ans, par exemple. On peut quand même relever que par an, sur les chiffres que j'ai donnés avant, il y a 400 adolescents, adolescentes qui décèdent par suicide chaque année. On peut juste passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Du coup, là, on va faire deux diapos assez rapidement, hein, mais c'est des chiffres du coup qui sont donnés par Santé publique France que vous pouvez retrouver et qui montrent un peu des courbes, alors qui comme ça paraissent assez barbares, d'évolution là dans un premier temps du coup c'est des passages en fait hebdomadaires, donc eux ils compilent des chiffres chaque semaine. Là, c'est pour des gestes suicidaires en fonction de différentes classes d'âge. C'est juste pour venir illustrer ce que je disais tout à l'heure, que les problématiques sont pas forcément les mêmes en fonction des classes d'âge. Et que je mets ces points-là pour mettre en perspective des chiffres qu'on a eu tout récemment à travers l'Observatoire national du suicide, là, qui est paru il y a quelques jours. Il a été montré du coup par l'Observatoire qu'on a une majoration des tentatives de suicide chez les jeunes, d'autant plus qui se constate surtout depuis le dernier trimestre 2020. Et cette majoration-là, elle se constate d'autant plus chez les femmes. Moi, je voulais juste mettre en perspective quand même des classes d'âge où la courbe noire, globalement, c'est celle qui est importante à regarder comparée aux autres, qui est la courbe de l'année 2022. Vous voyez qu'on observe effectivement une différence comparée aux autres courbes, qu'on observe qu'elle est plus haute que les autres courbes, mais pas forcément pour toutes les classes d'âge. Et du coup, quand on dit qu'il y a une augmentation chez les jeunes, c'est aussi intéressant de regarder chez quelle sous-population dans les jeunes on retrouve principalement ces augmentations-là. Après, c'est des choses que vous pouvez accéder, hein, comme chiffre, si vous voulez voir plus en détail. Je ne vais pas vous prendre votre temps pour vous détailler chacune de ces courbes, ça serait assez long et fastidieux. Et là, on observe par contre sur cette deuxième diapo-là la même chose, mais pour les idées suicidaires. Encore une fois, pour mettre en perspective que avoir des idées suicidaires, c'est différent de passer à l'acte. C'est des choses qui prennent forme dans la crise suicidaire. Effectivement, pour quelqu'un qui passe à l'acte, cette personne-là, on passe par avoir des idées suicidaires à un moment donné. Pour autant, idée suicidaire n'est pas forcément égale à passage à l'acte. Et il y a aussi des différences qui se jouent en fonction des sous-classes d'âge. Là, c'est juste pour faire un petit point sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais qu'on parle les problématiques se retrouvent dans toute la France, hein. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, on avait des taux précédemment qui étaient plus bas pour les 10-24 ans. Là, c'est des taux ce qu'ils appellent standardisés. Globalement, c'est les taux de nombre de tentatives de suicide par an. On a observé une amélioration depuis 2017, mais qui est en partie due à une amélioration du codage. Alors, quand ils vous disent ça, amélioration du codage, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout un travail avec les services d'urgence pour que dans les services d'urgence, lorsqu'on passe pour une tentative de suicide, ça soit bien noté que la personne passe pour une tentative de suicide et pas uniquement passe pour un trouble anxieux, un état dépressif, ce qui peut être le cas précédemment dans certaines cotations, ce qui faisait qu'on ne se rendait pas bien compte du nombre de passages pour tentative de suicide. Après, il y a d'autres éléments. Donc là, on retrouve ça aussi sur Santé publique France, qui sont intéressés sur la classe 11-17 ans, donc un petit peu différent d'auparavant, et plus particulièrement sur les 11-14. Du coup, il n'y a pas que les tentatives de suicide à regarder. On observe aussi du coup une détérioration de l'état psychique
avec plus de passages aux urgences pour troubles de l'humeur, plus de passages pour troubles alimentaires. Et après, ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire une augmentation des passages aux urgences pour gestes suicidaires et idées suicidaires sur la fin de l'année 2020, enfin là, après le deuxième confinement. Ensuite, il y a une autre étude qui peut être intéressante à regarder pour ceux que ça intéresse. Donc là, on est encore sur une classe d'âge un peu plus large, qui est les 9-18 ans. Tout ça pour montrer encore une fois déjà que dans les jeunes, il y a des sous-classes et qu'en fonction des études, tout le monde ne s'intéresse pas aux mêmes classes. Du coup, il faut aussi prendre ça en compte. On observe que la santé mentale, elle est surtout impactée chez les 13-18, enfin d'autant plus que les 9-12 ans, même si c'est déjà le cas, qu'elle est plus impactée chez les filles que chez les garçons. En tout cas, c'est ce qui est retrouvé dans cette étude-là. Et que la santé mentale, elle est aussi détériorée en rapport avec d'autres facteurs, et notamment ce qu'ils ont appelé un peu une fracture sociale, c'est-à-dire que les enfants, les adolescents, adolescentes, issus de familles plus vulnérables, alors ce qu'ils appellent vulnérables, c'est des familles, par exemple, monoparentales, des familles qui sont en difficulté financière, des familles qui sont dans un certain isolement social, donc qui sont sujets à des conditions de vie plus compliquées. Et ben, c'est les personnes qui, du coup, ressentent davantage de détresse psychologique, qui ne se traduira pas forcément par des idées suicidaires, pour autant, c'est un point sur lequel on peut être en alerte. Ils ont retrouvé aussi, du coup, que cette détresse, elle était associée à d'autres éléments suite au Covid, donc à moins d'activités en dehors de chez eux, que ce soit des activités sportives ou autres, qui avaient plus de temps passé sur les réseaux sociaux, qu'ils faisaient état de problèmes sur le travail scolaire qu'ils avaient à faire à la maison, notamment à cause du Covid, du coup, qui a changé certains facteurs, et que l'infection au Covid d'un proche et l'hospitalisation du proche était aussi un facteur aggravant sur la détresse psychique des jeunes. Et je crois que j'ai fait le tour des chiffres. Donc, on va vous laisser maintenant avec des éléments un peu plus peut-être concrets, un peu plus peut-être parlants, sur du coup comment on peut faire, comment on peut agir face à… Là, on était un peu dans l'observation jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça, parce que c'est pas tout d'observer. Alors, avant de effectivement parler de choses peut-être un peu plus concrètes sur ce qu'on peut faire, nous, par exemple, au travail, mais encore un petit peu de théorie, désolé, mais un peu les particularités de la jeunesse et pourquoi on ne peut pas les prendre comme si on était déjà dans l'adulte, mais du coup, je vais sûrement vous dire des choses que vous savez déjà. C'est vraiment la théorie, mais c'est vrai que la jeunesse, c'est une période qui est à risque pour plusieurs raisons. C'est une période où c'est pas systématique, mais le mal-être est c'est une période où on est en développement, où c'est encore un petit peu, il y a plein de choses qui sont compliquées. Le mal-être, il peut être plus fréquent. Il y a une quête identitaire, donc on cherche à créer son identité. On a une perte de repères aussi. C'est le moment où on essaye de, par rapport aux parents, par rapport à l'adulte, il y a plein de choses qui viennent rajouter de la complexité. C'est aussi une période où la sensibilité est très accrue. Il y a beaucoup d'hormones, il y a beaucoup de choses comme ça, et du coup, c'est ce qui peut rendre aussi les jeunes beaucoup plus poreux au contexte social. Et donc là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, à ce contexte social un petit peu angoissant et anxiogène. Les choses qui sont aussi à risque dans la jeunesse, c'est ce côté un peu impulsif qu'on retrouve plus particulièrement à ces âges-là, parce que du coup, ça augmente les risques d'un passage à l'acte. Ça ne le rend pas obligatoire, mais ça augmente les risques. Et notamment aussi, c'est lié à leur ambivalence et l'habilité émotionnelle, dans le sens où surtout, ils n'ont pas encore des outils, ils n'ont pas encore appris des stratégies de régulation émotionnelle qui vont ensuite venir les aider à tempérer ce qu'ils ressentent. Mais c'est pas, il y a des choses qui sont un peu à risque comme ça, mais tout n'est pas négatif dans la jeunesse. Au contraire, c'est aussi une période qui est où il y a de l'espoir parce que la construction, elle n'est pas encore finie. C'est encore plus malléable. Il y a des choses il y a une marge de manœuvre qui est plus importante que chez, par exemple, des personnes plus âgées où c'est déjà très figé. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de prendre soin et d'accompagner nos jeunes, parce que c'est aussi comme ça qu'on prépare les futurs adultes en devenir. Et voilà. Par rapport, du coup, si on un peu plus spécifique par rapport au suicide, le suicide, il est interdépendant de notre espèce. Il a toujours été, il a fait
partie de notre histoire, il a toujours été là. Donc si on prend, je vous ai mis des définitions, c'est très comment dire, c'est très théorique, mais les définitions, donc c'est ça, du suicide. C'est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie, ça implique un geste suicidaire, et donc ça c'est le suicide. Et après, donc il y a 3 suicidés, suicidants, suicidaires. C'est juste pour venir un peu donner du vocabulaire sur ça et qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle vraiment. Et si on enchaîne après avec la diapo d'après, en fait, donc la jeunesse, c'est comme Maxime vous l'a dit, le suicide, c'est la 2e cause de mortalité. Donc être jeune déjà jusqu'à à peu près 24-25 ans, donc ça fait partie, c'est un facteur de risque où il faut être un peu plus vigilant. Et pourquoi un peu? Parce que déjà la représentation de la mort, elle n'est pas du tout aboutie. C'est pas forcément, même déjà, on ne sait pas si à la fin de notre vie elle est aboutie, mais c'est encore plus compliqué à cet âge-là. Et là, en ce moment, de ce qu'on remarque, nous, en hôpital, en intra-hospitalier au Vinatier à Lyon, à nuancer évidemment, hein, on n'a pas encore assez de recul et il faut plus de temps pour qu'on ait un peu de recul, mais en tout cas, on a l'impression qu'on est retombé dans une période d'idéalisation du suicide. Retombé pourquoi? Parce que en fait, ça a été assez cyclique. Il y a eu des périodes dans notre histoire où il y a eu comme ça, où on a idéalisé le suicide, notamment par exemple, juste pour donner un exemple, mais avec le livre Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang Goethe, qui à un moment a complètement sublimé le suicide. Donc voilà, là en ce moment c'est quelque chose qui est différent, c'est pas un livre qui a été écrit, mais on retrouve ça dans le discours des jeunes, et surtout aujourd'hui ce qu'il y a et ce qu'il n'y avait pas. Alors il y avait d'autres choses à l'époque, hein, vous me direz, mais en tout cas en ce moment il y a les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on sait que c'est une façon de faire circuler l'information qui va très très vite et qui touche énormément de personnes. Donc c'est plus, et les jeunes qui sont très poreux forcément, ils sont plus touchés. Et alors, par rapport au confinement et au Covid en soi, le Covid n'a pas créé, enfin, on a cette impression-là, en tout cas, qu'il n'a pas créé du mal-être, mais en revanche, d'avoir été confiné, donc c'est des mal-être qui étaient déjà existants, mais qui étaient étayés avec l'école, avec les activités extrascolaires, avec les amis, avec plein d'autres choses. Et de fait d'avoir été confinés tous en famille, ça a fait que la systémique familiale, elle n'avait pas d'étayage ailleurs, et donc des choses qui pouvaient être équilibrées ont fait crise en fait à la sortie. Notamment pendant le confinement, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de consultation, du chiffre pour les consultations, mais par contre c'est après où quand il a fallu effectivement sortir de ça qu'on s'est rendu compte que en fait ça avait fait crise à plein d'endroits et que du coup ça avait eu un impact. Donc tout ça a nuancé quand même avec aussi le fait que c'est la première fois qu'on parle autant de santé mentale dans notre pays, et donc c'est la première fois qu'on se pose autant de questions, et du coup c'est la première fois qu'on réalise qu'on peut aussi plus facilement aller consulter, et qu'il y a des professionnels et il y a des structures sur lesquelles on peut s'appuyer, et donc voilà, c'est la première fois qu'on en parle autant. Ce qui me permet de faire la transition avec nous, ce qu'on fait en prévention du suicide, en fait. Et effectivement, nous, on travaille sur le avant, pas une fois que, pas seulement que quand il y a eu une tentative de suicide, mais aussi avant, quand il y a déjà des idées suicidaires. Et du coup, donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les idées reçues, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est des idées qu'on véhicule, qu'on nous a appris depuis très longtemps et qu'on pense qui sont vraies. Et en fait, déjà, rien que nous, dans notre vision et notre approche du suicide, de lutter contre les idées reçues, ça a bien impacté comment on interagit les uns les autres vis-à-vis de ça. Donc, par exemple, là, on en a sélectionné quelques-uns. Donc, les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leurs intentions à leur entourage avant de le faire. Ça, c'est pareil. Donc ça, c'est une idée reçue. Elle est fausse. Elles sont toutes fausses, hein. Il y a des signes qui peuvent le montrer. Le bémol par rapport à la jeunesse, c'est que peut-être qu'ils ont plus de mal à dire les choses de façon directe. Je veux mourir, je veux me suicider, j'ai besoin d'aide. C'est
quelque chose qui est compliqué à dire. Et c'est pour ça que ça passe aussi, donc c'est différent des adultes, ils verbalisent moins. Et du coup, ça demande à nous qui les fréquentons, travaillons avec eux ou sur peu importe la profession qu'on fait, mais d'être observateur et de regarder du coup des éléments qui peuvent nous faire penser qu'il y a un mal-être. Comme donc la deuxième phrase, le geste suicidaire résulte bien d'un choix. Ben non, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est quand on pense qu'on n'a pas le choix que du coup on pense au suicide. Et c'est l'absence de choix qui nous fait penser à ça, justement. Et par rapport à la jeunesse, c'est là où il faut faire attention, c'est à leur impulsivité, parce que s'ils se sentent étouffés et qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de choix, et ben ils peuvent impulsivement réagir de façon plus impulsive. Les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir, donc elle est un peu aussi liée avec celle du dessus. Ils veulent, et particulièrement chez les jeunes, en fait, ils n'ont pas vraiment conscience. Alors là, je pense, il y a les adolescents, il y a la tranche qui est très jeune, donc les adolescents où eux, vraiment, ils veulent juste que la souffrance s'arrête. La mort, ils n'ont pas une représentation concrète, ils ne se rendent pas forcément compte, et donc impulsivement, c'est là où ils sont très à risque, parce que comme ils ne se rendent pas compte, ils peuvent agir et du coup prendre de grands risques. Donc voilà. Celle d'après, parler du suicide à quelqu'un peut l'inciter à le faire. Ça, c'est pareil, c'est une idée reçue contre laquelle on lutte énormément. En fait, c'est le contraire. Plus on va en parler, moins ils seront bloqués avec ça tout seuls dans leur tête, moins ils se sentiront isolés. Le fait de pouvoir en parler, ça libère en fait, et au contraire, ça les aide à voir d'autres solutions, qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles que celle-là. Les personnes qui menacent de suicider ne le font que pour attirer l'attention. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée reçue, surtout chez les jeunes, c'est souvent qu'on nous dit oui, mais de toute façon, c'est juste pour se rendre intéressant. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose d'attirer l'attention. En tout cas, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas anodin d'attirer l'attention en parlant de mort. C'est pas anodin d'attirer l'attention en essayant de tenter de se suicider. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de toute façon une expression de la souffrance qui est parfois, non, ça veut rien dire, mais en fait, chacun exprime sa souffrance comme il peut. Et si on vient parler de ça, c'est que derrière, il y a forcément une souffrance derrière qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'être accompagnée, quoi. Donc voilà. Et enfin, les personnes qui pensent au suicide souffrent souvent d'une maladie mentale. Alors, il y en a, effectivement, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'une pathologie mentale pour penser au suicide. C'est des choses c'est bien de la santé publique, et ça peut arriver, comme le nom l'indique, à tout le monde. C'est quelque chose de public. Donc, du coup, j'ai un peu donné quelques pistes là déjà en parlant, mais les moyens d'action, c'est vraiment les signaux d'alerte. Et alors, je sais qu'il y a plein de professionnels de plein de branches différentes aujourd'hui. Donc, mais déjà, ce qui nous aide le plus chez les jeunes, c'est l'observation, parce que effectivement, verbaliser, c'est plus compliqué. D'ailleurs, même à l'âge adulte, ça peut rester compliqué, mais ça reste encore du coup bien compliqué. Et du coup, ça va être des choses que nous, on va aller observer. Et donc, ça veut dire d'être aussi à l'écoute et de leur accorder de l'attention. Et donc, tout ça dans vraiment ce but de lutter contre le tabou, en fait, c'est lui qui vient mettre une grosse chape de plomb sur une omerta un peu autour des idées suicidaires et donc qui fait que ça participe à l'isolement. Et c'est comme ça qu'il faut lutter, c'est l'isolement avec ces idées suicidaires. Et ça, un des meilleurs leviers, c'est de faire verbaliser, en fait, et pas forcément, avant d'avoir des solutions, de vouloir sauver, etc. Rien que de verbaliser déjà, ça permet de faire baisser la pression psychique et l'angoisse psychique, et ça vient aider plein de choses. Et donc, alors je vous ai mis 2-3, je sais que tout le monde ne peut pas aller aussi loin dans son approche, dans comment vous travaillez avec les jeunes, mais quand on parle d'observer observer des signaux, donc qu'est-ce que c'est un état de crise? Donc une personne, alors en plus à nuancer, parce que la jeunesse, malheureusement, par exemple, la personne est submergée par ses émotions, on sait que c'est une période où c'est pas obligatoire, mais ça peut effectivement arriver que les émotions soient plus intenses et plus prégnantes, et que du coup, mais c'est pas tous les jeunes qui sont submergés par leurs émotions. Donc une tension émotionnelle, psychique qui
provoque un épuisement des ressources cognitives. C'est difficile de réfléchir, difficile à des moments où peut-être avant, si vous les avez connus avant, ils avaient plus de facilité à réfléchir. Là, on voit qu'il y a des difficultés, ou alors même tout simplement, on sent que c'est compliqué d'arriver à eux-mêmes de trouver des solutions. Une perception de la réalité qui est embrouillée, qui est faussée, forcément. Et du coup, qui peut entraîner qu'on va aller chercher des solutions où on veut que la souffrance s'arrête, mais qui ne sont pas des solutions pérennes et qui vont vraiment nous faire du bien. On veut juste, c'est réactif, un peu action-réaction. Et donc, après, si vous en discutez avec eux, il ne faut jamais hésiter. Enfin, c'est vraiment aussi légitimer leur souffrance. Donc, j'ai mis ces 2 petites choses, mais leur demander comment ils ont fait pour arriver jusque-là, pour montrer l'empathie, mais je vous apprends rien. Et puis, pour les aider et venir les aider, en tout cas les accompagner, réveiller quelque chose en eux pour essayer de trouver des solutions à leur proposer. Et si on passe à la diapo d'après, comment en parler concrètement? Alors, il n'y a pas de recette magique ou de protocole tout établi, voilà, mais bon, c'est pareil, ça c'est des choses que je pense que vous savez déjà, mais évidemment c'est un climat où il y a un respect total, une bienveillance et un non-jugement. C'est vraiment le non-jugement au centre de prévention du suicide. Ça fait partie de nos leviers, de nos outils énormément, parce que même si les gens nous voient comme des professionnels, etc., ils ont énormément peur d'être jugés. Ils viennent parler de quelque chose qui est très, très intime, et il faut qu'on rappelle très, très souvent que justement le non-jugement est vraiment obligatoire presque pour nous, comment on travaille. Donc des conversations, c'est un sujet qui demande un engagement, un investissement dans la conversation. On ne peut pas faire autre chose en même temps, et on regarde dans les yeux, on est là, ça vient aussi pareil, je vous apprends rien, mais le langage corporel est très important, notre posture est très importante. Et si du coup ils viennent déposer des émotions ou des choses que s'ils arrivent à, parce qu'il n'y a pas tous les jeunes qui ont des difficultés à verbaliser, il y en a qui y arrivent très très bien, et c'est aussi venir légitimer ce qu'ils ressentent. C'est hyper important, qui est quelque part, même si c'est la seule chose que vous ferez pour eux, en fait c'est déjà énorme. Après, donc voilà, ça c'est par rapport à l'engagement et l'investissement. Des fois aussi, je sais que c'est très compliqué, enfin, pas toujours, je ne fais pas de généralité, mais il y a certaines personnes, il y a certains jeunes pour qui c'est très compliqué de les faire parler. Ils vont dire, je ne sais pas, peut-être, oui, non. Ça va être des réponses un peu laconiques comme ça. Des leviers que vous savez sûrement déjà aussi, mais c'est de venir nous parler de nos ressentis. Moi, je suis inquiet pour toi. Moi, là, je ressens de la tristesse quand tu parles, je ressens de la colère, etc. pour les aider à verbaliser eux. Et si c'est vraiment pas possible, si vous voyez que c'est bloqué, comment les aider à trouver avec qui tu te sentirais de parler, avec qui c'est possible de parler aujourd'hui, avec qui tu parles aujourd'hui. Vraiment, c'est un des grands combats qu'on mène quand on travaille en prévention du suicide, c'est sortir de l'isolement, c'est pas rester tout seul avec ça. C'est vraiment la chose la plus importante. Et donc du coup, les amener, même si c'est pas nous, peu importe en fait, mais les amener à trouver un lieu où ils peuvent venir déposer tout ça. Et si on passe, du coup, voilà, c'est des petites choses très sorties du contexte. Peut-être vous allez trouver que ça n'a pas lieu de marcher, mais en tout cas, c'est des phrases un peu. Je vous ai mis des phrases d'ouverture un peu plus concrètes, mais pour commencer, donc, ça c'est voilà, si vous recevez, je sais qu'il y a plein de professionnels aujourd'hui et vous avez plein d'approches différentes, mais pour commencer, peut-être ceux qui viennent vous voir, par exemple, vous savez déjà qu'ils veulent vous parler, peut-être pourriez-vous nous dire ce qui vous préoccupe actuellement, revenir dans l'instant présent, se rebaser à tout de suite là, qu'est-ce qui s'est passé le hockey ce matin. Des fois, c'est très concret, c'est très concret. On peut partir du bus qui était en retard ce matin et qui a fait une levée d'angoisse, et pour arriver ensuite à la fin à des traumas qu'il a vécu, des choses qui parlent, ça peut, voilà. Dites-moi ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. On revient dans quelque chose qui est plus ou moins proche. Quelles difficultés traversez-vous ces derniers temps? Alors, j'ai mis le vouvoiement, mais des fois, avec les jeunes, c'est le tutoiement, parce que le vouvoiement, ça met trop de distance. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. C'est vraiment aussi à vous quelle relation vous avez avec la personne.
ça a été dur de venir, qu'est-ce qui vous a décidé à venir quand ils viennent vous voir pour ça. Et sinon, si en plus, des fois, ils viennent vous voir, ça n'a absolument rien à voir, ben voilà, de marquer que vous avez l'air de traverser une période qui est compliquée. Est-ce que vous voulez me raconter pourquoi? Enfin, de pouvoir être cette personne qui, à un moment, va écouter, en fait, c'est énorme déjà d'écouter, en fait. Et enfin, je voulais du coup juste vous montrer, c'est là si on arrive à un moment où, parce que ça peut arriver, j'imagine, où on vient vous déposer des choses qui sont très importantes. Donc déjà, si on vous parle de passage à l'acte, où il y a eu des passages à l'acte, c'est les urgences immédiatement. Donc il faut un médecin, il faut qu'il soit vu par un médecin. Donc c'est aller aux urgences. Et si on vous parle de... Donc nous, ça c'est notre échelle d'évaluation. Je sais très bien que c'est pas possible de l'appliquer dans ce que... Enfin, c'est pas forcément possible de l'appliquer dans ce que vous faites, mais je voulais juste que vous montrez comment nous on réfléchit pour vous montrer comment on évalue un peu le risque suicidaire, le potentiel suicidaire, mais en fait c'est l'UDR, donc urgence, en fonction de la forme des idées suicidaires. Est-ce que y a une date qui est prévue? Est-ce que, ces genres d'éléments-là, par exemple, la dangerosité, donc là c'est par rapport au moyen de suicide qui est choisi. Est-ce que c'est une IMV, prendre la boîte de Doliprane qui est dans ma pharmacie chez mes parents, ou prendre le fusil de chasse de mon père et me mettre une balle dans la tête? Ça vient évaluer la dangerosité et les facteurs de risque qui sont présents dans notre société. Et donc nous on a donc individuels, psychosociaux, familiaux, etc. Et donc nous on a en tête et voilà. Et donc tout ça pour faire le lien avec ensuite donc le flyer que mon collègue va vous présenter et donc les ressources que nous on a pour pouvoir les diriger vers des dispositifs qui sont adaptés pour eux et pour vous. Et voilà. Et merci. Merci Anaïs pour votre présentation. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc n'hésitez pas en effet à les poser dans l'espace de discussion et on prendra un temps à la fin de chaque intervention pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas, on pourra y répondre. Je vais laisser la place désormais à Xavier Van der Planck, directeur de la Maison des adolescents du Rhône. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Xavier et je suis effectivement directeur de la Maison des ados du Rhône, dispositif porté par le MHM, le Medipôle de Lyon-Villarnois. J'ai quelques minutes pour vous présenter quelques lieux ressources pour évoquer cette question du suicide avec les jeunes, en vous parlant notamment de deux structures très spécifiquement. D'un côté, les PAEJ, de l'autre côté, les maisons des adolescents. Désolé si je glisse entre les deux diapos. Du coup, premièrement, les points écoute. Donc des structures qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire, qui ont vraiment une vertu d'être dans la plus grande proximité avec ces jeunes. On va dire que c'est la structure la plus facilement mobilisable pour les jeunes les moins en demande, et que ce dispositif il est bien évidemment complémenté avec l'ensemble des maisons des adolescents. Ces dispositifs de points écoute, ils sont définis autour de quelques fonctions, on va dire, majeures. D'abord, la première, l'accueil. Matérialiser ce fameux espace d'écoute dont parlait tout à l'heure Anaïs, effectivement, pour certains jeunes, d'abord, pour pouvoir être écouté, il faut d'abord se sentir être accueilli, avoir un lien de confiance. Donc, la première fonction de ce PAEJ est de matérialiser un lieu d'accueil assez, je dirais, suffisamment accessible pour que les jeunes puissent l'investir. La deuxième fonction, elle est inhérente à la fonction d'accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation et enfin l'orientation pour les jeunes qui seraient les plus exposés aux situations à risque. Ces dispositifs s'adressent d'abord aux jeunes, bien évidemment, mais aussi à tout leur entourage adulte, parents, familles de manière générale. Ces PAEJ sont plutôt relativement bien disséminés sur le territoire, puisqu'il y en a aujourd'hui 400 en France. Je vous présenterai les ressources pour les retrouver au plus proche de chez vous. Mais on voit bien que, en tout cas sur notre territoire métropolitain ou Auvergne-Rhône-Alpin, on n'est plutôt pas trop mal couvert par ces dispositifs, encore une fois, faciles d'accès pour les jeunes et leurs familles. À qui s'adressent ces points écoute? En gros, d'abord en priorité aux adolescents, on va dire, vulnérables, âgés de 12 à 25 ans. Quand on dit adolescents vulnérables, c'est ces fameux adolescents qui vont rencontrer des difficultés, qu'elles soient d'ordre familial, au travers de conflits, tout ce qui sera autour des difficultés scolaires, les violences agies ou subies, toute forme de délinquance, de prise de risque, et enfin, éventuellement, tout ce qui sera attrait à des consommations de produits psychoactifs ou à des dépendances aux écrans, par
Leur cadre d'intervention, c'est bien évidemment la prévention de ces conduites à risque, et que ce soit un risque pour leur santé ou un risque de désociabilisation. Donc, on a vraiment une porte d'entrée très généraliste pour ces points d'écoute, puisqu'on n'est pas forcément attaché uniquement à la question de la santé. Cet accueil est organisé pour permettre un accès sans condition, donc anonyme, confidentiel et gratuit, là aussi dans une perspective de la plus grande accessibilité pour ces jeunes, encore une fois, pas forcément toujours facile à capter. Si on va regrouper leur mission pour ces PAEJ, la première, c'est de prévenir les situations à risque, surtout pour éviter les décrochages, donc agir en amont des décrochages, on est bien dans la prévention, rétablir le dialogue avec une équipe de professionnels, travailler sur le lien de confiance avec ces professionnels, mais plus largement, en gros, toutes les institutions avec lesquelles ils sont parfois en délicatesse. La finalité, c'est bien évidemment de travailler sur l'autonomie de ce jeune en l'accompagnant à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses besoins singularisés, et partir vraiment de l'individu et de l'accompagner petit à petit en fonction de ses besoins. L'idée finale, c'est bien sûr de permettre à ces jeunes ou à leur entourage d'exprimer leurs questions, leur mal-être, et surtout comprendre tout ça et éventuellement pouvoir se saisir du droit commun pour être orienté. En quelques mots, les PAEJ, pour les résumer, c'est donc pas un lieu d'intervention médicale ou sociale, donc bien un lieu d'accueil et d'accompagnement. Ils ne proposent pas de thérapie, pas de soins, pas de prise en charge prolongée, mais leur objectif, c'est bien évidemment de faciliter pour tous l'accès au droit commun. Bien évidemment, ces PAEJ sont organisés avec d'autres structures, notamment les maisons des adolescents. Je passe maintenant à une présentation d'un autre dispositif qui peut sembler relativement proche, les maisons des ados, dont je suis directeur à l'échelle métropolitaine et rhodanienne. Du coup, l'objectif principal d'une maison des ados, en quelques mots, là aussi de manière tout à fait succincte, c'est d'abord d'apporter une réponse de santé et surtout de prendre soin de ces fameux adolescents, de leur entourage, en leur offrant une prestation qui est la mieux adaptée à leurs besoins et à leurs attentes. Toutes nos actions, elles sont vraiment focalisées sur ce triptyque offre, besoin, attente. Mais vraiment partir de leurs besoins, ce qu'ils peuvent exprimer, de leurs attentes, là aussi, ce qui peut aussi inquiéter éventuellement la famille, pour penser ensuite une offre, une réponse qui soit singularisée à l'individu en tant que tel. Une maison des ados, c'est d'abord un lieu d'accueil généraliste. L'idée, c'est d'offrir à tous les adolescents, notamment à son rupture, mais pas forcément, mais aussi tous ceux qui ont tendance à rester en dehors des circuits traditionnels. Donc, en gros, ceux qui ne sont pas forcément visibles. On parle souvent des invisibles ou des incassables ou des incasables, pardon, pour leur permettre en tout cas de pouvoir avoir un lieu d'accueil qui soit neutre, ouvert et non stigmatisant. Tout à l'heure, Anaïs disait dans les principes, toujours pas de jugement, par exemple, c'est, je dirais, quelque chose de fondateur dans les modalités d'accueil d'une maison des ados. L'idée, c'est aussi de travailler sur un élément très, très, très précis s'agissant de l'adolescence, et aussi travailler sur leur temporalité, être disponible au moment T, à l'instant T, là où eux pourront émerger, faire émerger en tout cas leur demande. Ces structures, bien évidemment, elles sont ouvertes à tous les adolescents. L'idée, là aussi, c'est de travailler sur un accueil qui puisse être à la fois libre, sans aucune stigmatisation, sans jugement, mais qui puisse aussi être libre gratuitement, avec un élément très particulier pour ces ados, c'est de pouvoir accéder à ce service sans forcément, au préalable, avoir une autorisation de ses parents. Bien évidemment, dans la continuité du travail de mes collègues, de l'ensemble des maisons des adolescents, c'est bien évidemment de rechercher l'adhésion avec les parents de ces adolescents quand c'est nécessaire, bien évidemment, sauf circonstances particulières définies par la loi, type mise en danger immédiate. Les missions d'une maison des ados, là aussi, en quelques mots, c'est d'abord de recevoir ces adolescents ou leur entourage. Donc, en gros, on peut recevoir soit les adolescents, soit leur entourage, soit parfois les deux, même si c'est parfois difficile d'avoir tout ce monde-là autour de la même table, ou en tout cas du même lieu, en partant de leur demander leurs besoins. Si on doit résumer leurs besoins, justement, on est plutôt sur des demandes qui sont liées à du mal-être, mais qui peuvent être aussi liées à du décrochage, à des troubles anxieux scolaires, ou simplement aussi parfois à des passages à l'acte qui mettent en difficulté leur insertion sociale. L'objectif, c'est bien évidemment de les accompagner vers des prises en charge extérieures quand elles sont mobilisables, ou penser des modes différents pour justement travailler sur l'entre-deux entre leur demande et cette prise en charge quand elle est nécessaire. Une autre mission, elle est bien sûr, et c'est aussi dans ce cadre-là que mon intervention se situe, c'est bien évidemment de fédérer, d'animer, de sensibiliser l'ensemble des profils de première ligne qui travaillent avec l'adolescence et justement travailler avec eux sur leur posture de première écoute.
Là aussi, au niveau de la posture d'accompagnement, une posture singulière à l'ensemble des professionnels travaillant ou œuvrant au sein d'une maison des ados, on est vraiment dans l'accompagnement. Donc, tous les professionnels, quels qu'ils soient, de la première écoute jusqu'à nos médecins, ont cette dynamique d'accompagnement qui suppose d'être à côté, partir de leur demande, à leur rythme et s'adapter aussi à leur temporalité. Et ce n'est pas forcément toujours évident, justement, de synchroniser ce que l'on pourrait faire avec eux et leur envie d'investir un espace de travail. Ces accompagnements peuvent être médico-psychologiques, éducatifs ou sociaux, avec une équipe pluridisciplinaire et sont généralement de courte durée. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'effectivement, ces accompagnements ont tendance plutôt à s'inscrire dans la durée. Cet accompagnement il peut se faire de différentes manières, soit individuel autour d'entretiens assez classiques, soit autour de médiation, de groupes à médiation, autour de création plastique, autour de sport, autour de danse, bref, en gros, tout ce qui pourra générer un minimum d'attrait pour donner la possibilité à un jeune d'être en lien et pouvoir se projeter au sein de ce groupe qui est plutôt à visée thérapeutique. L'équipe, maintenant, ce qui l'a singularisée, notamment par rapport à d'autres dispositifs, dont les PAEJ, c'est qu'elle est à la fois pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, tout ça dans une logique de partenariat et de réseau, simplement pour faciliter les passerelles entre nos dispositifs, les dispositifs en amont, les dispositifs en aval, et tout ça au bénéfice du jeune. En parallèle des actions, on va dire, plutôt d'accompagnement, on a aussi des actions plutôt qu'on pourrait localiser aisément dans l'allée vert via des actions de prévention ou de promotion de la santé que l'on anime auprès de ces jeunes, justement, pour pouvoir à la fois déstigmatiser ces problèmes de santé, que peuvent représenter soit les PAEJ, soit les maisons de ados, et l'idée de créer un lien de confiance suffisant pour que ces jeunes puissent, je dirais, investir ces différents lieux. Et si on est sur la diapositive suivante, je crois qu'on est sur de la cartographie. Là aussi, une maison des adolescents, en gros, il en existe au moins une par département en France. Si on est en plus d'une centaine, on est au-delà de tout ça. Du coup, si on croise les deux cartes sur la diapo suivante, au travers d'un outil qui s'appelle la carte santé jeune, que je vous invite à consulter, vous verrez que la plupart du temps, dans une distance raisonnable, on a soit un PAEJ à proximité, soit une maison des ados, simplement pour pouvoir soit accompagner un jeune vers un dispositif d'écoute, soit simplement pouvoir identifier un lieu ressource pour un professionnel pour aller un peu plus loin auprès d'un jeune. Si on est sur la deuxième, je crois qu'on juste ne pas oublier simplement les rudiments en fonction de l'urgence des situations. Et bien évidemment, le 3114 qui va vous être présenté par Maxime Vieux, et une innovation, on va dire, numérique avec le bot prévention développé par l'IRJB. Je vous remercie, Xavier, pour ces présentations. Je me permets juste en complément, donc il y a des ressources pour accompagner les jeunes en souffrance à risque suicidaire. Nous avons créé un flyer qui reprend l'ensemble de ces ressources, avec également une partie sur la manière de repérer les signaux d'alerte d'un jeune en souffrance. Je vais vous l'indiquer à la fin de la présentation, donc je vous l'indiquerai dans l'espace de discussion. Vous pourrez le télécharger, ce flyer, et n'hésitez pas aussi à le communiquer auprès de vos collègues. Et en effet, nous avons également une page web interactive qui s'appelle Mon Bot Prévention, qui permet de faciliter l'orientation des personnes en souffrance psychologique vers des ressources adaptées à leurs besoins, et cela de manière rapide et personnalisée dans notre région. Voilà, donc c'est une solution qui est portée par notre institut et avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Et bien évidemment, le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Et ça me permet de faire la transition avec la présentation de Maxime Vieux, qui va pouvoir vous expliquer la manière dont ça fonctionne et ses missions. Merci. Alors, du coup, le 3114, donc c'est le numéro national prévention suicide, qui a débuté son activité en octobre 2021. Donc, on est bientôt à 1 an d'activité. Tu peux passer à la… Merci, super. Du coup, pour expliquer un petit peu la répartition, c'est un numéro qui est national, qui est accessible du coup 24h/24, 7 jours sur 7, avec derrière une réponse téléphonique professionnelle par des infirmiers ou des psychologues majoritairement. Mais du coup, il y a quand même une répartition en fonction du lieu en France. Donc, ça couvre bien sûr la France métropolitaine et Outre-mer.
En fait, il y a une répartition. Si on peut juste revenir à celle d'avant. Merci. Du coup, il y a plusieurs centres. Global, il y a des centres qui sont 24 heures sur 24. Et il y a d'autres centres qui sont dits des centres de jour, donc qui sont ouverts de manière plus réduite, comme le centre de Lyon qui est ouvert 12 heures par jour, tous les jours, de 9 heures à 21 heures. Le message, là, c'est un peu explication pour vous dire qu'en fonction de l'heure, votre appel ne tombera pas forcément au même endroit. Par exemple, quand Lyon est fermé, les appels qui correspondent au Rhône tombent sur nos collègues de Montpellier qui sont ouverts 24 heures sur 24. Pour autant, le message général à faire passer, c'est que c'est ouvert tout le temps, tous les jours, et que vous aurez toujours une réponse par des professionnels qui ont accès aux mêmes ressources. C'est-à-dire que nos collègues de Montpellier, on leur fournit toutes les ressources qu'on connaît en local de manière à ce qu'ils puissent apporter une réponse aussi pertinente à 2 heures du matin que nous, on pourrait l'apporter à 2 heures de l'après-midi. Si on peut enchaîner avec ça. Merci. Du coup, globalement, dans les missions sur le 3114, c'est-à-dire, on dit numéro national prévention suicide, mais globalement, qu'est-ce qu'on vient prendre en charge? Il prend forme, son action, elle prend forme sur tout l'axe de ce qu'on va appeler la prévention. C'est-à-dire que c'est avant le passage à l'acte. La prévention, ça va de je sens que je suis en souffrance sans forcément identifier des idées suicidaires, parce que ça peut être difficile de se rendre compte qu'on a des idées suicidaires. Par exemple, je peux avoir des pensées, peut-être que tous les soirs, avant de me coucher, je me dis, bah, franchement, si demain matin, je ne me réveillerais pas, ça serait pas plus mal, j'aurais plus à faire face à tous mes problèmes, etc. Ça, là, on est déjà sur le début des idées suicidaires, avec des idées suicidaires qu'on va appeler passives. Pour autant, la personne ne l'identifie pas forcément en tant que telle. C'est pour ça que la porte d'entrée, elle va être autour de la souffrance. Après, c'est à des professionnels de santé d'être en capacité d'évaluer, par exemple, s'il y a des idées suicidaires, à quel point à quel point elles sont graves ou avancées dans la crise suicidaire, etc. Donc, il y a tout le champ de la prévention qui débute là et qui va jusqu'au moment, on va dire, où la crise suicidaire est le plus intense, où la personne, elle va être peut-être sur le point de passer à l'acte, donc avec des idées suicidaires qui peuvent être construites, qui sont scénarisées, avec parfois une date qui est posée, etc. Donc, tout ce champ-là, on le prend en charge sous le 3114. On prend ensuite toute la partie qu'on va appeler des secours, donc c'est-à-dire des personnes qui sont sur le point de passer à l'acte ou des personnes qui sont déjà passées à l'acte. Dans ce cas-là, il y a un lien qui est fait, notamment avec les services de secours, donc avec le 15, le SAMU. L'équipe de Lyon, par exemple, du 3114, les répondants sont dans le centre de régulation du SAMU, donc auprès du 15, ce qui facilite l'envoi de secours lorsque nécessaire. En parallèle, bien sûr, les répondants restent au téléphone avec les personnes concernées. Et puis, il y a aussi toute la partie qu'on a appelée de postvention, donc c'est-à-dire de venir intervenir pour des personnes qui sont endeuillées par suicide, qui n'éprouvent pas forcément elles-mêmes des idées suicidaires, mais qui en tout cas sont en souffrance en raison d'un deuil récent ou non par le suicide d'un proche, d'une personne de leur famille, d'un ami, etc. Le but, c'est de pouvoir accueillir ce à quoi ils font face et de pouvoir les orienter correctement, notamment étant donné que c'est un deuil qui est un peu particulier et qui c'est pas forcément simple de trouver vers qui aller dans ces moments-là pour pouvoir en parler. C'est souvent des personnes qui font face à un grand sentiment de culpabilité, ce qui réduit un peu leur accès aux soins. Donc le numéro 3114, il est fait pour les personnes de tout âge. C'est autant des personnes concernées ou des personnes en souffrance, autant les proches que les professionnels, qu'ils soient professionnels du secteur de la santé, professionnels du secteur social, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami qui me paraît inquiétant dans son comportement, qui tient des propos parfois en disant que s'il se suicidait, ça serait mieux, des choses comme ça. Je suis inquiet, je ne sais pas exactement quoi faire, je peux appeler le 3114 pour savoir ce qu'il en est. Je suis une personne concernée, j'éprouve moi-même des idées suicidaires, ou en tout cas je me sens en souffrance et je ne sais pas exactement ce à quoi je fais face, je peux appeler le 3114. Je suis un médecin généraliste, j'ai quelqu'un dans mon cabinet qui me fait état d'idées suicidaires, je ne sais pas exactement s'il doit aller aux urgences ou pas, je peux appeler le 3114. Je suis une assistante sociale, quelqu'un vient de claquer la porte de mon bureau parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un logement et la personne me dit que si dans un mois elle n'a pas de logement, elle va finir par se tuer, je peux appeler le 3114. Donc il y a différents contextes comme ça qu'on pourra vous aider en tout cas à prendre en charge à travers les répondants sur ce numéro. Il n'y a pas de limite d'âge, ça peut être autant pour des jeunes que pour les personnes âgées. Et voilà, donc c'est un numéro gratuit qui est confidentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas un numéro qui est anonyme dans le sens où nous, ça nous facilite, on va dire, les choses et pour prendre en charge par la suite lorsqu'on a le nom, prénom, l'adresse de la personne, etc. Notamment si elle en vient à rappeler par la suite, pour lui éviter de devoir tout recommencer, tout raconter. Pour autant, la personne qui ne souhaite pas nous donner son prénom, son nom de famille, son adresse, elle a tout à fait le droit et c'est quelque chose qu'on respecte.
Le seul cadre dans lequel on va aller au-delà de la volonté d'anonymat voulue par la personne, c'est lorsqu'il y a un risque de péril imminent. C'est-à-dire que la personne nous appelle au téléphone, elle est sur le bord du pont et elle nous appelle alors qu'elle est en train de se poser la question de si elle saute ou pas. Ben, même si elle ne veut pas nous donner son nom, son prénom et qu'elle ne veut pas qu'on envoie des secours, malgré tout, on le fera. En utilisant du coup des outils qui sont liés au SAMU, en fait, on va venir faire état de notre inquiétude auprès du SAMU qui, eux, ont des outils de géolocalisation, différents types d'outils pour du coup aller au-delà de l'anonymat voulu par la personne. Mais ce contexte de péril imminent, c'est le seul moment où on va aller au-delà. C'est pour ça que c'est une ligne qui est confidentielle, mais qui ne peut pas être dite anonyme parce qu'elle n'est pas anonyme dans tous les cas. Pour autant, elle est quand même confidentielle dans le sens où même si on essaie de faire du lien avec les médecins traitants ou avec les professionnels de soins à côté, si la personne ne veut pas qu'on fasse du lien avec son professionnel de santé, on ne le fera pas. Il n'y a pas un lien systématique, il y a un lien qu'on essaye de créer et qu'on essaye d'avoir l'accord de la personne si on trouve que c'est pertinent. Pour autant, si elle reste en désaccord, en dehors des situations de péril imminent, bien sûr, eh ben, on respecte la volonté de la personne. Globalement, cette diapo, rapidement, c'est pour illustrer qu'il y a des centres du coup, qui sont en région. On a quand même un fonctionnement qui est national, donc il y a une formation qui est nationale pour les répondants, qui dure plusieurs jours, qui est spécifique sur la prise en charge de la crise suicidaire au téléphone. C'est une modalité un peu particulière. Et puis cette diapo, elle est là un peu pour illustrer que oui, on reçoit des appels, mais nous aussi, on émet des appels vers l'extérieur. Il y a à peu près 30% de l'activité sur le 3114, c'est des appels qui sont passés vers l'extérieur parce qu'on va appeler le médecin traitant, parce qu'on va appeler le psychiatre, le psychologue, parfois les urgences, parce que si on envoie des secours pour les personnes, on appelle systématiquement les urgences pour annoncer l'arrivée de la personne, pour lui faciliter les choses. Ça peut être aussi des appels vers un proche de la personne concernée, parce qu'on est inquiet qu'on arrive à négocier ça avec la personne. Ça peut être un appel vers des associations, etc., ou vers différents acteurs en fonction de ce qui est pertinent. Globalement, voilà, là, c'est plutôt pour faire état du fait que le 3114, c'est pas juste un acteur qui vient apparaître au milieu et qui n'est pas en lien avec le reste. C'est quelque chose qui vient prendre forme dans une stratégie globale, on va dire, de prévention du suicide, qui est pensée sur plusieurs axes. Alors, on ne va pas tous les développer ici. Il y a des axes, par exemple, autour de la formation. Il y a autour de la formation de toute personne, donc à travers des dispositifs comme ce qu'on appelle des personnes sentinelles. C'est à travers la formation des médias à comment parler du suicide. C'est à travers la formation, par exemple, des médecins généralistes. C'est à travers le 3114 pour avoir une ligne tout public qui est accessible tout le temps. Et c'est à travers de dispositifs comme Vigilance, qui là, par exemple, c'est un dispositif qui se destine uniquement aux personnes qui sont déjà passées à l'acte. Donc, c'est un dispositif sur une sous-population. Donc voilà, il y a différentes choses comme ça qui composent un peu le paysage de la prévention du suicide en France. On peut passer à celle d'après. Merci. Globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une ligne qui n'est pas qu'une ligne d'écoute. Il y a une phase d'écoute qui est absolument nécessaire, qui sera toujours nécessaire, notamment sur ce sujet-là. Parce qu'il faut entendre la problématique de la personne et parce qu'il faut créer du lien avec la personne. Si on ne crée pas de lien, on ne va pas réussir à ni faire redescendre la crise suicidaire, ni à faire des propositions qui pourront être acceptées par la personne, etc. Puis on ne sera pas en mesure de comprendre le fond du problème de la personne et du coup d'être pertinent dans ce qu'on peut proposer. Ensuite, ces éléments-là d'écoute, ils nous permettent du coup d'identifier un problème ou des problèmes auxquels la personne fait face. Nous, on va venir évaluer systématiquement le risque suicidaire parce que le problème que la personne rencontre mêlé à une évaluation précise du risque suicidaire, ça nous permet de nous rendre compte du type d'orientation qui seront pertinentes et qu'on peut proposer. Et ensuite, du coup, parfois, c'est porter assistance à travers des envois de secours, parfois, c'est porter assistance à travers d'autres types d'orientation. Mais en tout cas, on s'adapte en fonction de chaque besoin. La mission principale, c'est de faire redescendre la crise suicidaire, même si elle est assez intense sur le moment. On essaye d'éviter les urgences et les envois de moyens, les envois de secours, sauf dans les moments où, du coup, le contact téléphonique ne suffit pas à faire redescendre l'état de crise. Et dans ce cas-là, il y a des situations qui nécessitent des envois de secours ou des envois de moyens. L'équipe, du coup, en tout cas pour Lyon, c'est des agents qui sont embauchés par le centre hospitalier du Vinatier. Les HCL, les Hospices civils de Lyon et notamment l'hôpital Édouard Herriot met à disposition ces locaux pour les répondants. Où, du coup, l'équipe se trouve au milieu du SAMU, ce qui facilite grandement les échanges. D'une part, nous, pour l'envoi de secours, et puis d'autre part, parce qu'en fait, on travaille avec le SAMU 69 de manière à ce que tout appel qui arrive sur le SAMU
qui fait état d'une problématique suicidaire soit transmise sur le 3114. Donc, ce qui permet d'avoir une réponse plus spécialisée sur cette problématique-là et que même s'il y a un envoi de secours qui est fait par le SAMU, parce que par exemple quelqu'un appelle le 15, derrière, on peut proposer un répondant sur le 3114 qui sera plus à même de faire la continuité de la situation, notamment lorsqu'il y a un risque de passage à l'acte. Le but, c'est d'éviter que la personne passe à l'acte avant que les secours arrivent. Et s'il y a déjà eu un passage à l'acte, c'est éviter un surpassage à l'acte, c'est-à-dire que la personne tente à nouveau de mettre fin à ses jours à travers le même moyen ou un autre avant que les secours arrivent. Actuellement, on est sur une équipe de 7 répondants, donc 2 infirmières, 5 psychologues. Il y a une assistante sociale qui arrive dans 2 semaines, en plus, pour venir un petit peu étoffer ce qu'on peut venir proposer. Et à côté de ça, il y a une coordination du coup qui est médicale d'une part, avec une médecin psychiatre. Moi, je viens compléter la prise en charge de la coordination. Et puis, on a aussi une cadre de santé. Il y a aussi tout un secrétariat qui se charge notamment du lien, qui a beaucoup travaillé avec les professionnels ou les différents acteurs pour pouvoir faire du lien, faire aussi de la communication sur le numéro, etc. Du coup, là, sur les chiffres, je m'étais arrêté au 25 août. Bon, alors, pour expliquer sur les horaires d'ouverture à Lyon, on couvre les zones qui sont de 6 départements. La région, elle est répartie entre Saint-Étienne et Lyon. Tout l'Est, c'est sur Lyon. Tout l'Ouest, c'est sur Saint-Étienne. Donc, sur Lyon, on va avoir l'Ain, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie. Et depuis l'ouverture jusqu'au 25 août, on était à 5750 appels entrants qu'on avait décrochés. Là, on est à 6000 et quelques, j'ai plus les chiffres exacts. Je dis appels entrants décrochés parce qu'on ne décroche pas tous les appels. On a 75% de décrochés sur nos appels, c'est-à-dire qu'il y a une partie des appels qu'on n'arrive pas à décrocher, notamment du fait que la quantité d'appels n'est pas la même en fonction des heures de la journée. Et qu'à 9 h du matin, on a le même nombre de répondants qu'à 20 h et qu'à 20 h, il n'y a pas le même nombre d'appels qu'à 9 h. Pour autant, comparé si on prend l'exemple de d'autres lignes qui existent déjà, parce que le 3114 est la première ligne nationale de prévention du suicide professionnel, pour autant, il y a déjà d'autres acteurs qui sont dans ce champ-là, et depuis très longtemps. 75% de décrochés, nous, on est plutôt content de ce score-là, malgré qu'on essaie de l'améliorer et que c'est l'objectif par la suite de pouvoir décrocher tous nos appels. Sur les appels entrants qu'on a, on a 70% des appels, c'est les personnes directement concernées, à peu près 20% c'est des tiers et 10% qui sont des professionnels. La diapo suivante, elle est plutôt sur… aujourd'hui, en fait, on parle des jeunes, donc du coup, j'ai fait un peu une diapo sur les classes d'âge. Les 15 ans et moins, c'est une population qui nous appelle assez peu. Ça tourne entre 2 et 5% globalement, en règle générale, de nos appels par mois, des appels entrants pour soi. Après, si on prend plus largement la population des jeunes en comptant les moins de 24 ans, on est plutôt quand même sur 30 et quelques % de nos appels, donc presque un tiers de nos appels au final chaque mois, qui sont en rapport ou qui sont directement une personne de 24 ans ou moins. Après, ces classes d'âge évoluent quand même en fonction de chaque mois et c'est intéressant de voir comment ça évolue aussi en rapport avec la communication qu'on peut faire. Voilà, un dernier chiffre peut-être que je n'ai pas donné tout à l'heure, il y a à peu près 10% des appels entrants qu'on reçoit qui finissent quand même sur un envoi de secours. En sachant qu'il y a une partie de ces appels-là qui émanent aussi du SAMU qui nous transmet des appels et où du coup, l'appel qui tombe directement sur le SAMU décide d'envoyer des secours et parfois nous transfère l'appel. Ou alors, nous, on reçoit un appel, la personne est déjà en train de passer à l'acte ou va passer à l'acte, on fait envoyer des secours par le SAMU et en parallèle, on garde la personne au téléphone. Voilà, merci. Merci Maxime pour cette présentation. Nous allons passer du coup au temps de… On va répondre aux questions qui nous ont été posées dans le fil de discussion. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui apparaissent, de pouvoir y répondre. Peut-être faire le lien directement avec les questions relatives au 3114. Mais je pense que Maxime, vous y avez répondu, mais peut-être repréciser. Est-ce qu'il faut, dans quel cas on fait appel au 17 ou au 3114 ? Ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises en premier temps.
Et ensuite, est-ce qu'il y a un risque d'attente lorsqu'on appelle le 3114 et c'est oui, de combien? Il y avait également une question sur l'anonymat des personnes mineures. Est-ce que l'anonymat est gardé pour ces personnes-là? Et des chiffres sur le nombre d'appels par jour. Est-ce que Maxime, vous pouvez répondre à ces questions, s'il vous plaît? Oui, alors je vais répondre dans l'ordre, excusez-moi, j'ai dû répondre un instant. Dans quel cas on fait appel au 17 ou au 3114? Peut-être repréciser cela, puisque il y a plusieurs questions qui sont apparues dans ce sens. Comment Alors, choisir? sur un risque suicidaire, il faut appeler le 15 s'il y a un risque de passage à l'acte tout de suite. Et en dehors du risque de passage à l'acte tout de suite, on peut appeler le 3114. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'enjamber la rambarde du pont Wilson à Lyon, ben, on appelle le 15. En fait, le 15 fera le lien avec le 17 s'il y a besoin. Il y a deux liens avec le 17 qui sont faits. S'il y a un risque aussi qu'on appelle hétéro-agressif, donc par exemple une personne avec une arme à feu dans des situations, par exemple, de risque d'homicide-suicide, par exemple, c'est des situations qui existent, où là, effectivement, il va y avoir le 17 qui va être interpellé, parce qu'il y a un risque pour une autre personne. L'autre contexte où il peut y avoir le 17, plus les pompiers d'ailleurs dans ce cas-là, c'est quand il y a des personnes qui font état d'une tentative de suicide au gaz, notamment chez eux, et où il y a un risque d'explosion et un risque du coup pour l'ensemble, par exemple, d'un immeuble. Et dans ce cas-là, il y a effectivement la police avec les pompiers. Mais dans un premier temps, pour une intervention de risque de passage à l'acte, si la personne est en train de passer à l'acte ou va passer à l'acte là tout de suite, il faut appeler le 15. Le but, c'est d'avoir des secours. C'est le 15 qui s'en occupe. Le 15 fera le lien après derrière. Par rapport à l'anonymat, est-ce que le 3114 garde l'anonymat concernant les personnes mineures? Alors, c'est la même chose que pour les personnes adultes. C'est-à-dire que en dehors d'une situation où il y a un risque de péril imminent, ou alors qu'on va juger sur, comment dire, par exemple, alors je voudrais juste que la personne précise ce qu'elle entend par anonymat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va systématiquement informer les parents? Est-ce que c'est ça la question sous-jacente ou pas? J'invite Camille Lafont à désactiver son micro pour pouvoir… Ok. Non, non, on ne va pas systématiquement alerter les parents. En fait, le but avec un mineur, notamment si c'est des suicidaires dont il n'a pas fait part ou elle n'a pas fait part avant d'autres personnes, la première ressource qu'on essaie d'avoir, c'est qu'il y a une personne majeure qui se mette dans la boucle. La personne majeure, ça peut être les parents, mais parfois ça peut être le grand frère, la grande sœur, ça peut être la tante, ou ça peut être un ami des parents. En fait, on cherche une personne de confiance, sur le moment en tout cas, pour que effectivement, la situation ne reste pas que auprès d'un mineur ou deux mineurs. Enfin, deux mineurs au pluriel, dans le sens où on a régulièrement aussi des appels, par exemple, d'amis qui nous appellent pour un ou une de leurs amis. Et c'est pas souvent les personnes dans ces contextes-là nous appellent parfois en groupe. Et en fait, l'objectif premier qu'on aura, c'est de faire sortir cette question autour du risque suicidaire de la personne concernée d'un champ où il n'y a aucune personne majeure qui est au courant. L'objectif, le premier, c'est d'avoir ça. On arrive souvent à avoir une personne qui peut être de confiance, qui n'est pas forcément les parents. Quand un professionnel psychologue amène un patient pour un risque suicidaire aux urgences et que les professionnels de santé disent qu'elles ne prennent pas en charge, que faire? Vers qui se tourner? Alors, ça dépend ce que vous appelez par ne pas prendre en charge. Si quelqu'un vient aux urgences, la personne sera forcément, on lui proposera forcément d'être vu par un médecin. Donc après, c'est au médecin de décider, ça dépend ce que vous appelez prendre en charge. Est-ce que c'est hospitalisé, etc. Là, ça relève d'une décision médicale. Pour autant, en venant aux urgences, que vous soyez d'ailleurs accompagné par un professionnel ou même si la personne s'y rend d'elle-même, il lui sera forcément proposé de voir un médecin. Je reprends dans l'ordre parce qu'il y en avait d'autres en haut, des questions. Alors, combien d'appels par jour on reçoit? On est à 500 à 600 appels. Ah, on a été coupé.
On a été coupé. Pour notre mauvaise connexion. Oui. On est à nouveau là. On n'a pas entendu la réponse à la question. Ouais. Alors, on reçoit entre 500 et 600 appels qu'on décroche par mois. Donc, on en reçoit plus que ça en réalité. Par jour, on décroche, ça tourne entre 15 et 20 appels. Plus à ça, les appels qu'on fait vers l'extérieur. Voilà. Merci. Par Il y contre, avait également une question de ma pratique. Il apparaît que les personnes les plus à risque de se suicider dans un proche avenir ont un plan, un moyen ou plusieurs de l'exécuter, une date et une intention. Peut-on répertorier les questions clés qui permettent de repérer un potentiel passage à l'acte? Peut-être Anaïs, vous pouvez répondre à cette question. C'était effectivement la diapo sur le UDR, en fait, l'évaluation. Donc, la première question à poser, c'est quand, s'il y a des idées suicidaires et s'il y a planification, c'est quand, comment, et comme ça c'est deux questions très simples, mais c'est le quand. Je suis désolé, on n'a plus accès à la discussion comme on a été sorti et re-rentré. J'ai plus votre question écrite en toutes lettres, mais en tout cas, les questions, c'est est-ce que vous y avez déjà pensé? Si oui, est-ce que vous avez prévu à un moment de le faire et quand est-ce que vous avez prévu? Et ensuite, comment? Et ça permet d'évaluer si déjà à l'urgence, parce que si c'est oui, dans 1 an et demi, voilà, ou si c'est demain, en fait, c'est l'anniversaire de mort de ma grand-mère et ça sera demain. Donc ça vient nous aider pour l'urgence et la gravité, pour évaluer l'urgence et la gravité. Après, sur ce qu'on appelle l'UDR, donc c'est des ressources que vous pouvez trouver en ligne. Je suis la personne qui a posé la question. En tant que, je ne sais pas si vous êtes professionnel de santé ou d'un autre champ, il y a aussi des formations qui sont disponibles et qu'il y a des formations régionales pour aussi se former sur ces sujets-là. Et en dehors de ça, le 3114 propose aussi du coup d'aider les professionnels sur l'évaluation face à une situation. Et je pense que c'est bien d'avoir des notions, c'est bien si on arrive à faire l'évaluation entièrement soi-même, mais il y a des moments donnés où si on n'est pas sûr de son évaluation, il vaut mieux faire intervenir aussi d'autres professionnels dans la boucle plutôt que rester avec un doute. Oui, on en revient toujours à sortir de l'isolement, que ça soit pour eux, mais du coup, nous, qu'on ne vienne pas se faire prendre dans l'isolement aussi. Vraiment, il faut demander au maximum de parler avec d'autres. Et le 3114 est vraiment fait pour ça et ils ont l'habitude. Et vous pouvez les appeler, parler avec eux. Et après, sur Lyon, vous pouvez aussi appeler le centre de prévention du suicide, mais c'est vrai que nous, le 3114 est beaucoup plus disponible. Il y avait également une question sur une tentative de suicide qui ne provient pas forcément d'une pathologie psychologique. Est-ce que la personne peut préciser sa question, s'il vous plaît? Je ne sais pas si la personne est toujours en ligne. C'était la première question qui était posée dans le fil de discussion. En tout cas, Maxime vient de vous mettre la fiche que vous pouvez télécharger du 3114, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous ai mis également le lien du flyer. J'espère qu'il marche. Et voilà, vous pouvez le télécharger. Bonjour. Du coup, la première question, il faut la reformuler, c'est bien ça? Oui, s'il vous plaît, oui, pour avoir plus de précision. Merci. Oui, excusez-moi. Donc, la question, en fait, alors, si je me rappelle bien, c'était sur le fait que quand on a des pensées suicidaires, en tout cas, ou des tentatives suicidaires, ça ne provient pas forcément d'une pathologie. Ou en tout cas d'un trouble psy ou autre. Mais du coup, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même une base. Si on arrive à penser ça, c'est qu'il y a une souffrance, du coup, qui provient de quelque chose, d'un trauma, d'un choc, d'un deuil, d'une dépression. Ou pas forcément. Ou pas forcément. Merci pour votre question. Merci à vous.
En fait, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des idées suicidaires un peu qui viennent de nulle part, comme ça, on se met à penser au suicide? La réponse, du coup, c'est non. Ce qu'on voulait plutôt dire, c'était qu'en fait, c'est pas obligé d'être schizophrène ou d'avoir une dépression ou ce genre de choses pour avoir des idées suicidaires. Mais effectivement, s'il y en a, elles viennent parler d'un mal-être qui n'est pas forcément une pathologie psychiatrique, mais en tout cas, forcément, il y a eu mal-être. Les traumas, effectivement, en tout cas, sur le terrain, on va dire, les patients qu'on reçoit en crise suicidaire, il y a à chaque fois des traumas, dans l'enfance ou après. Il y a forcément un mal-être, mais c'est pas pour ça que c'est obligatoirement une pathologie psychiatrique. Ça peut être, j'allais dire, juste un trauma. Ça peut être un trauma qui n'a pas évolué en pathologie psychiatrique. Ça, c'est possible. Mais si la question c'est est-ce qu'on peut avoir des idées suicidaires qui viennent un peu de rien, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. C'est parce que dans la diapo, en fait, il y avait noté que c'est une idée reçue qu'on avait forcément dépensé et parfois un passage à l'acte quand on avait une pathologie. Et du coup, là, vous venez de dire que non. Mais moi, ma question, c'était quelle différence on fait entre un mal-être et une dépression? Comment identifier du coup ce mal-être si c'est pas une pathologie. Nous, pour faire le juste, on n'est pas des professionnels de santé, juste on est en contact avec beaucoup de jeunes, vu qu'on est tutrice de jeunes en service civique. Et chaque année, on est confronté à des cas de mal-être, donc on réoriente vers des psychologues, vers des espaces d'écoute, etc. Mais c'est juste pour pouvoir identifier les signes et du coup dissocier ça. C'est quoi ce que vous appelez, comment vous identifiez ce mal-être-là, du coup? Je me permets de compléter. Ce qu'on voulait dire effectivement tout à l'heure, c'est que là, par exemple, vous avez cité la dépression. La dépression, on va retrouver différents signes, différents symptômes, en fait, qui vont faire état qu'un médecin, à un moment donné, va pouvoir poser un diagnostic, au même titre que, par exemple, on peut prendre une autre pathologie qui ne serait pas du tout psychique, c'est pareil, on a des signes précis qui définissent qu'on a une pathologie. Ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on peut éprouver un mal-être parce que alors, ça peut être différentes choses dans la vie, ça peut être je perds mon travail, je commence à perdre mes repères, on divorce par exemple avec ma femme, c'est pas moi qui ai la garde, j'arrive à voir mes enfants qu'un week-end sur 4, des choses comme ça. Des choses qui vont faire fracture à des moments donnés de la vie, qui vont causer des douleurs, des difficultés. Et c'est l'accumulation de choses de ce type-là qui peuvent faire qu'à force, la personne va se sentir mal et avoir de moins en moins voir comment faire face à ça, comment imaginer d'autres solutions. Par exemple, je vais prendre l'exemple avec la perte de garde des enfants. La personne peut se dire, bon, ben là, tant qu'il y a le jugement, par exemple, le jugement n'est pas tombé, j'ai peut-être encore une chance d'avoir mes enfants peut-être une semaine sur 2. La personne, elle s'imagine peut-être pas du tout comment elle va faire pour pouvoir vivre sans voir ses enfants au quotidien. Et ben, le jour où le jugement il va tomber et que la personne va apprendre qu'en fait, elle aura ses enfants qu'assez rarement, et ben, peut-être que sur le moment, elle va pas voir comment elle peut avoir d'autres solutions en tant que le jugement est tombé. Donc, elle va être dans la recherche de qu'est-ce que je peux faire face à ça. Donc, par exemple, elle va peut-être imaginer d'autres choses, elle va peut-être, etc. Et commence à arriver à des idées suicidaires dans les moments où on n'arrive plus à imaginer d'autres potentielles solutions. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des chemins de vie, des étapes de vie, des événements de vie qui arrivent, qui ne sont pas toujours des traumas non plus, même si c'est très régulièrement le cas, et qui ne sont pas toujours liés en fait à une dépression, pas toujours liés à une schizophrénie ou à une pathologie de polarité, etc. C'est effectivement des pathologies dans lesquelles on va retrouver des risques suicidaires qui sont majorés, mais on retrouve ça même en dehors. Et en fait, c'est là, ça rejoint un petit peu ce que disait Anaïs tout à l'heure sur le côté de venir valider la souffrance des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une raison valide ou invalide de souffrir. Et c'est-à-dire qu'il arrive un événement de vie à quelqu'un qui peut la mettre extrêmement en difficulté. Nous, peut-être que ça ne nous mettrait pas en difficulté de la même manière, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est-à-dire que, je vais reprendre un exemple qu'on discutait la dernière fois là, avec Anaïs sur ça. Un jeune de 14 ans qui a une rupture amoureuse et qui va avoir l'impression que c'est la fin de sa vie parce qu'il y a une rupture amoureuse, bah nous, en étant adultes, derrière, on va peut-être se dire, on a déjà peut-être vécu ça, et du coup, on va se dire, ah non, mais c'est rien, il va s'en remettre, etc. Il faut venir accepter sur le moment que pour lui, dans sa tête, dans son vécu, dans ce qu'il vit, ses émotions, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est là-dessus où c'est important de venir valider la souffrance d'une personne, peu importe ce qui lui arrive.
juste comment elle en fait part, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si je suis parti sur d'autres sujets. Mais... Et si je complète, enfin, parce que j'ai l'impression que vous nous demandiez comment différencier, on va dire, la pathologie du mal-être. Et en fait, ça, il faut qu'il voit un médecin. Et c'est le médecin, le psychiatre, qui vous dira. Mais déjà, oui, enfin, voilà. Oui, ben, non, mais ça, c'est sûr, c'est de l'ordre d'un professionnel, mais c'était plus comme, en fait, je pense qu'on peut tous être en situation de mal-être. Comment, en fait, surtout sur une population jeune où des fois, ils sont un peu fragiles, en fait, mais ça ne veut pas forcément dire que... comment identifier, en fait, ce mal-être-là, mais du coup, on arrive à l'identifier en discutant avec eux, en échangeant, voilà. Et après, nous, on laisse aussi des flyers en proposant des espaces qui sont proches et qui sont gratuits, où ils peuvent avoir des lieux d'écoute, etc. Mais c'est juste ça. Après, il ne faut pas hésiter à demander aux gens, en fait, par exemple, je vois là que tu es en souffrance ou que tu n'arrives pas à imaginer d'autres solutions. Est-ce que parfois tu es mal au point de penser au suicide, etc. Faut oser dire idées suicidaires, suicide, mettre fin à ses jours. Bon, peut-être avec les jeunes, ils vont peut-être utiliser mettre fin à ses jours, mais et à côté de ça, il faut souvent faire préciser. Par exemple, un jeune qui vous dira parfois j'ai des idées noires, je vous conseille à chaque fois de faire préciser ce qu'ils entendent par idées noires. Il y a des jeunes qui vont dire ça quand ils se dévalorisent, et il y a des gens qui, pour eux, idées noires, c'est quand j'ai des pensées suicidaires. Et ça, c'est un mot un peu fourre-tout qu'on retrouve très souvent et qui ne veut pas dire la même chose en fonction des personnes. Nous, on essaye de lutter contre ces idées noires. Ça ne veut absolument rien dire. C'est quoi une idée noire? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as envie de mourir? Voilà. Mais c'est vrai que oui, j'ai complètement oublié de dire ça, mais c'est super important. Un des premiers trucs pour lutter contre le tabou, c'est de prononcer suicide. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Parce que est-ce que tu as des idées noires? Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. On a tous des idées noires. On a tous... voilà. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 5 minutes. Sachant que je vous ai mis également en lien pour télécharger la présentation du webinaire. Donc, je vous invite à télécharger si vous le souhaitez. Je vous le rappelle que celui-ci sera également enregistré, que vous aurez la possibilité de le visionner par la suite. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Excusez-moi. Dans le chat, du coup, on n'arrive pas à télécharger, c'est-à-dire qu'on voit que vous écrivez, vous envoyez, mais nous, ça ne s'affiche pas du tout sur le chat. Alors, vous avez à la fois le flyer qui reprend l'ensemble des ressources à destination des jeunes, dont les points accueil écoute jeunes et les maisons des adolescents dont nous a parlé Xavier Vanderplanck. Et puis, nous avons également l'affiche du 31-14, puisque ça a été une des demandes qui a été faite. Et là, je vous ai mis le fichier, l'intégralité de la présentation du webinaire. Donc, ça apparaît dans le fil de discussion et vous devez double-cliquer pour le télécharger sur votre ordinateur. Voilà. Si jamais ça ne fonctionne pas, je peux aussi également vous donner mon mail et puis je vous l'envoie si besoin. Je veux bien, s'il vous plaît, parce que vraiment, même si je double-clique, il n'y a rien. Un vrai. Merci beaucoup. Vous avez mon adresse mail que je viens d'indiquer, donc n'hésitez pas à me faire un mail et puis je vous enverrai du coup les documents. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. J'espère qu'il a pu répondre à vos attentes et qu'on a pu répondre à vos questions. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à nous renvoyer des mails si vous souhaitez avoir des précisions. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vois qu'il y a une question. Bonjour, quelles sont les aides possibles pour les professionnels ?
Alors, si c'est des aides à l'évaluation d'une situation à risque suicidaire ou à potentiel risque suicidaire, vous pouvez joindre le 3114. Je ne sais pas si les aides, ça se relève de ce point-là ou si c'est des aides sur la formation pour les professionnels. Dans ce cas-là, c'est… Oui, Xavier, peut-être que vous pouvez apporter Alors, des sur cette précisions. question de l'accompagnement des professionnels, donc différentes ressources, hein, soit au fil de l'eau, que ce soit PAES ou Maison des ados, il y a cette possibilité de mobiliser les équipes pour un professionnel qui aurait besoin d'être, comment dirais-je, étayé sur un risque suicidaire d'un jeune, s'il n'y a pas d'urgence. Et il y a aussi des dispositifs, moi, je dirais, inscrits plus ponctuellement, tels que les dispositifs d'appui aux professionnels, justement, qui s'appellent les DAP, un jeudi par mois à la Maison des ados. Un professionnel face à une situation de difficulté, face à un jeune, peut venir mobiliser tout ou partie de l'équipe de la Maison des ados, donc plutôt un étayage, on va dire, pluriprofessionnel, avec 2 psychos, une éduque, une infirmière, enfin une composition qui peut être un peu modifiée dans le temps. Donc pour l'appui des professionnels, il y a ces 2 dispositifs, on va dire, plutôt individuels. Et après, il y a tout ce qui sera autour de la formation, de la sensibilisation, que l'ensemble de ces structures, dont le 3114, peut travailler sur l'élaboration d'une sensibilisation ou formation à la posture d'écoutant, justement. Je pense notamment aux 3 personnes de la FEV, par exemple. Effectivement, quelqu'un qui travaille à la FEV en lien direct avec jeunes, en première ligne, on a tendance à appeler ça comme ça, peut tout à fait mobiliser les équipes pour être sensibilisé justement à repérer les signes, repérer les symptômes, justement pour pouvoir penser au mieux l'articulation avec les dispositifs existants. En complément, par rapport à des formations sur la thématique de la prévention du suicide, ici en région, l'IREPS et l'IRJB met en place des formations de prévention du suicide. Donc nous, pour répondre, l'Institut régional Jean Bergeret répond aux demandes en intrastructure. Donc on peut proposer 3 modules de sensibilisation, un module de sensibilisation sentinelle pour les professionnels non soignants qui visent à repérer ces signaux d'alerte. Une formation évaluation et orientation qui va permettre d'évaluer le niveau de dangerosité pour pouvoir orienter la personne, et la formation intervention de crise pour gérer la crise suicidaire. Et ces 3 modules sont également proposés par l'IREPS, l'instance régionale d'éducation pour la santé, pour répondre aux demandes en interprofessionnel. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez également me contacter par mail si cela correspond à une demande en intra. Malheureusement, les DAP sont basés dans les grandes villes et donc pas accessibles dans certains départements. Comment faire? Très bonne question. C'est pour ça que je vous ai envoyé 2 liens vers la cartographie qui permettent d'abord de voir quelles sont les ressources en proximité. Les DAP, effectivement, ce n'est pas propre à toutes les structures, mais on va dire que ça, c'est un dispositif, on va dire, propre à la Maison de Lyon. Mais il y a par contre l'accompagnement au fil de l'eau. Donc, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je l'invite à regarder sur Carto Santé Jeune, voir le point écoute ou la maison d'ado la plus proche, sachant que un des peut-être éléments positifs du Covid, c'est que beaucoup de choses ont été dématérialisées. Donc, même pour une structure, on va dire, éloignée d'un centre urbain, elle peut tout à fait imaginer, avec une maison des ados qui a normalement une fonction départementale, la possibilité d'être étayée, pour le coup, en distanciel si c'est possible. Merci pour ces précisions. Je vous remercie pour votre participation et je remercie également les intervenants pour leur qualité de leur intervention. Et voilà, vous aurez la possibilité de le revisionner si besoin par la suite. Et n'hésitez pas, vous avez nos contacts. Peut-être, Xavier Vanderplank, vous pouvez indiquer votre adresse. Il fallait aussi vous remercier, vous, Sylvie, parce que tout le travail de fourmi que vous avez mené a été quand même relativement colossal. Donc, je vous en remercie. Merci, c'est gentil. Je vous invite à mettre votre mail si vous voulez, comme ça, si jamais des personnes ont des besoins et qu'ils puissent nous contacter directement. Et Maxime, est-ce que vous avez posté? Oui, c'est juste c'est une ressource avec 4 vidéos qui a été fait récemment par un pédopsychiatre à Rouen, Reims. Et qu'ils ont sorti, je crois, hier ou il y a quelques jours. Du coup, c'est une ressource supplémentaire sur laquelle je suis tombé ce matin, donc ça peut peut-être en aider certains et certaines. Et merci. Merci à tous. Oui.
C'était pour te vous remercier. Merci Sigrid pour ce webinaire qui a été très intéressant. Merci de nous avoir fait participer. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci. 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 Bonne journée.